auditeurs de Radio Fréquence Gandal, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'émission de la Commission centrale de Portal Fibantal Fouta-Jalon sur l'histoire récente de notre pays. Comme vous le savez, toutes les 2 semaines, les mercredis, à pareille heure, nous nous rencontrons pour lire une page de l'histoire de notre pays. Cette histoire tragique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, l'émission est en langue française. Et nous allons revoir aujourd'hui ensemble le témoignage d'une rescapée du Kambouaro, d'une victime, d'une sœur de victime, d'une veuve de victime. Madame Marega, née Hadja Maïmouna Ba, est triple victime. Donc, elle a écrit un livre pour sa contribution. Et aujourd'hui, M. Bachir Ba va nous résumer ce livre-là. Et ensemble, nous allons ouvrir le débat sur le témoignage de Madame Marega. Donc, nous allons donner la parole à M. Bachir Ba. Après lui, comme on le fait souvent, la parole sera donnée au panel de la commission centrale. Après le panel de la commission centrale, celui de Radio Gandal aussi en aura l'honneur. Et ensuite, nous allons passer la parole au public. Et aujourd'hui, l'émission, je le rappelle, étant en français. Quiconque veut intervenir, il peut le faire dans la langue de choix et nous allons traduire. Et si c'est une question, on va répondre. Et si c'est une contribution, effectivement, encore, on va traduire en français. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Ba. M. Ba, si vous nous entendez, on vous passe la parole. Bien, merci beaucoup, M. Barry, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le débat de ce soir. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous souhaitons qu'ils soient en bonne santé où qu'ils soient à travers le monde. Comme vous l'avez introduit, nous allons aujourd'hui parler du livre et du témoignage historique qui a été fait par notre sœur Hadja Maïmouna Ba, Madame Marega. On avait fait une version en poulard il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on fait la version en français, comme on le fait d'habitude, et suite à de nombreuses demandes de personnes qui ne maîtrisent pas très bien le poulard. Et le livre étant long, donc je vais essayer de suivre la trame du livre lui-même, de l'introduction en suivant les chapitres, en sautant quelques-uns parce que c'est un livre de plus de 250 pages qu'on ne peut pas résumer en 30 minutes de présentation. Mais nous allons faire le mieux qu'on peut. Donc, pour introduire, comme l'a esquissé M. Abdraman Bari, Mme Maïmouna Marega Ba est elle en soi elle-même une rescapée de la terreur de Sékou Touré. Elle est la sœur de Bamamadou, que tout le monde connaît. Et beaucoup de ses frères, de son beau-frère, ont péri dans les geôles de Sékou Touré. Son témoignage est d'autant plus important et il est d'un plus renforcé par le fait qu'elle a connu Sékou Touré et son acolyte de frère Ismaël Touré, dont elle rencontre des relations ainsi que de la mentalité prédatrice dans le livre, même si elle explique de façon sereine ce qui se passe. En lisant le livre, on est parcouru par un sentiment d'amertume et de la froideur avec laquelle ces crapules ont pris notre pays en otage en piétinant tous les égards humains qu'on connaît et dans nos traditions et dans notre morale. Donc nous encourageons tous ceux qui ont la possibilité de lire le livre. Ce n'est pas seulement le témoignage ici, la présentation ici faite n'est qu'un résumé. La lecture est presque indispensable pour toute personne qui veut approfondir sa connaissance de l'histoire de la Guinée
et des raisons pour lesquelles notre pays se trouve dans l'ornière de la faillite. Dans l'introduction de ce livre, Mme Marega justifie un peu le retard. Elle a mis 50 ans après la mort de son mari pour produire ce livre. Elle explique que c'est dû aux vicissitudes de l'exil, à ses aléas, des obligations familiales, mais aussi elle a attendu que le temps et l'histoire mûrissent pour mûrir ses idées et nous les présenter avec un regard serein, intelligent, détaché, même si au fond, il y a l'amertume de tout le gâchis qu'on connaît chez nous. Donc, c'est à sa retraite, et elle a pris le temps d'écrire, encouragée par ses enfants, et avec en tête plusieurs idées, forces. La première, c'est de réhabiliter son mari injustement tué et assassiné, ainsi que de nombreux compagnons et des amis, ainsi que de nombreuses victimes anonymes ou connues de la dictature de Sékou Touré. Aussi, elle a voulu témoigner, donner un regard sur l'histoire de notre pays, dans laquelle, vu son âge, elle a beaucoup participé, et donner son point de vue, et montrer la trame de la vie régulière interrompue de sa vie. Ensuite, elle fait des témoignages sur des aspects extrêmement intéressants de notre histoire dont on a travesti le fonctionnement, notamment sur l'indépendance, et elle donne un point de vue contradictoire et serein et véridique pour dégager un peu les faits des caricatures, des mensonges et de la poussière de contre-vérité que le régime de Sékou Touré a sciemment accumulé pour se donner une fausse légitimité sur notre pays. Et elle indique aussi qu'elle profite de l'occasion pour montrer le combat auquel elle s'est livrée du fait des circonstances tragiques qui ont parcouru sa vie, mais aussi elle saisit l'occasion pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle s'était réfugiée avec ses enfants, où elle a pu se faire une vie digne de sa nature, digne de sa formation, mais qu'elle aurait aimé faire dans son pays. Elle remercie en même temps tout le peuple ivoirien pour l'hospitalité dont elle a bénéficié au moment qu'ils l'ont accueillie à un moment de détresse à la sortie du camp de concentration que fut la Guinée de Sékou Touré, comme elle l'écrit elle-même. Pour revenir à Mme Marega elle-même, on va parler de son ascendance familiale, ensuite de ses études, faire un survol rapide de ses études qui l'ont mené à obtenir un titre, le diplôme de docteur de pharmacie, de son retour chaotique en Guinée, dans la Guinée de l'après-indépendance, ainsi que des multiples obstacles auxquels elle s'est heurtée jusqu'au moment où, par le schéma classique, son mari fut accusé et tué, et comment elle a pu combattre, lutter pour sauvegarder son intégrité physique et morale pendant qu'elle était en Guinée, et comment elle organisa son échappatoire de ce pays pour atterrir en Côte d'Ivoire, comme on l'a indiqué plus haut. Quant aux origines familiales, Mme Marega nous explique que ses ancêtres sont originaires de Timbitoni, d'où ils partirent pour se fixer à Dinguiraye. Leur ancêtre le plus connu est Imran Helaba. Il fut un ami de El Hadji Omar. Il lui donna son fils aîné Alpha Mamadou Helaba qui accompagna El Hadji Omar pour se fixer à Dinguiraye. Arrivé à Dinguiraye, il fonde le village de Helayabe sur la route de Bissikrima à 6 km de Dinguiraye. Alpha Mamadou Hela était un grand propriétaire de bétail. Il était aussi connu pour son savoir dans les domaines religieux et de la médecine traditionnelle. En plus, il écrivit beaucoup de livres qui contribuèrent à la diffusion du courant de la Tidjaniya dans le Fouta Djallon. Il eut pour fils Thierno Sabitou qui fut le chef de Helayabe. Il se maria
et il se maria à Kadet Diallo, surnommée Kadepoulo, connue pour sa beauté. Elle sera la mère de Madame Issa Bitou, qui, avec le père de Dr Marega, son mari, furent parmi les premiers instituteurs guinéens qui formèrent plusieurs cadres de l'époque coloniale. Du côté de la branche maternelle, la grand-mère de Madame Marega, dont elle porte le nom, est issue d'une famille originaire de Bondo. Elle eut comme fille Fatoumata Sissavané. Les origines de la branche maternelle de Sissavané remontent au Massina avec des filiations de Saracolais. Tel est le cadre et l'origine aristocratique de Madame Marega, une origine imprégnée, comme on peut s'en douter, de valeurs traditionnelles, du culte de savoir dans lequel elle grandira. Elle suivit son père dans ses diverses fonctions à travers la colonie guinéenne de l'époque. De ce fait, elle fut exposée aux diversités culturelles de la Guinée qui enrichirent la sienne culture peul. Elle naquit, comme on l'a indiqué, son père fut parmi les premiers élèves à être enrôlé à l'école coloniale. Madame Issa Bitou sera admis en même temps que celui qui deviendra son beau-père, Fodé Marega. Madame Marega indique que le jour où on enrôle son père à l'école, les femmes de la concession se mirent à pleurer. C'était un événement inédit qui était considéré comme une grande séparation. Madame Maïmouna Marega naquit en 1933 à Boké, où son père servait. On lui donna le nom de sa grand-mère, comme on l'a dit. Elle partagera son temps d'enfance entre le foyer paternel et le domicile de sa grand-mère à Dinguiraï. Elle rencontre dans son livre de souvenirs d'une enfance classique de famille noble et aristocratique du Fouta, où, comme on l'a indiqué, l'éducation était perçue comme la seule valeur sûre. Son père aura plusieurs enfants. Malheureusement, la plupart seront des cadres compétents et de ce fait des cibles privilégiées du régime de Sékou Touré, qui n'hésitera pas à liquider une bonne partie, et on y reviendra. Elle fit ses études primaires dans plusieurs villes de la Guinée. Après la guerre entre 1956 et 1947, son père est affecté à Farana. Elle décrit Farana comme un gros village dont elle garda de bons souvenirs. Dans son livre, elle témoigne des premières élections de 1946 à Farana. Le père de Diawadou, l'Almami Agibou, vint à Farana pour demander au père de Madame Marega de faire campagne pour son fils, Diawadou Bari, du fait de longues relations familiales qui existent entre les deux. Monsieur Madame Issa Bitou donne son accord. Mais, peu de temps après, Sékou Touré, qui était aussi candidat, comme on l'a expliqué ici, vint demander le soutien de Monsieur Madame Issa Bitou. Monsieur Madame Issa Bitou lui dit respectueusement: tu es un jeune homme fort sympathique. Il parlait à Sékou Touré. Mais j'ai déjà donné mon soutien et je ne veux pas te soutenir. Sékou, Madame Marega témoigne que Sékou Touré n'eut que 7 voix à Farana. Lui qui prétend être de Farana, il en gardera une rancune contre Diawadou, d'autant plus que ce dernier le battra aussi durant les élections de 1954, quand il s'agit de remplacer Diallo Yassine. Ceci peut-être peut expliquer en partie l'acharnement rancunier de Sékou Touré qui fera exécuter et condamner plusieurs fils et parents de M. et Madame Issa Bitou. On y reviendra avec un autre détail qui donnera de la lumière sur la nature de psychopathe de Sékou Touré, avec des rancunes que les plus grandes gloires ne purent tamiser. En tout état de cause, Mme Marega confirme dans son livre plusieurs faits dont on a parlé et dont l'un le plus important, qui est une clé de voûte pour expliquer l'ascension de Sékou Touré, l'ascension vertigineuse de Sékou Touré. Après l'échec de Sékou Touré en 1954, Cornille Gentil le fera élire à Beila. Il n'était pas originaire de Beila, il n'y résidait pas, mais le gouverneur l'imposera et il aura du mal à gagner contre un autochtone. D'ailleurs, les résultats furent publiés plusieurs mois après les élections du fait des contestations. Donc, en 1947, Mme Marega Maïmouna Ba est enrôlée au lycée après avoir obtenu le CEP. Elle fréquente le lycée entre 1947 et 1951 à l'école, au collège des jeunes filles de Conakry, où il y avait plusieurs filles de toutes les régions, dont, mentionnons André Touré, qui fut pendant longtemps sa camarade. Il y avait aussi
Sira Condé, qui est la sœur de l'actuel président de la Guinée, Alpha Condé. Dans ce collège, Mme Marega explique qu'il y avait une atmosphère, une ambiance fraternelle. Arrivée en classe de 3e, la plupart de ses camarades voulaient être infirmières ou sages-femmes. Mais Mme Marega, elle, voulait poursuivre des études supérieures. Néanmoins, elle prépare le concours de sage-femme. C'est à la fin de ce cycle, elle se rend en vacances à Mamou, où sa sœur aînée, Nimaba So, était enseignante. À l'époque, elle donne un autre témoignage sur Sékou Touré. À l'époque, Nunkumba, qui est la sœur de Sékou Touré, et son mari, Sékou Chérif, habitaient avec sa sœur Nima Ba. Sékou était ami à Nima depuis Farana, mais il avait le regard sur une autre sœur de Mme Marega et de Hadjani Masso, du nom de Kadé. Elle était réputée être une très belle femme. Elle avait divorcé. Sékou Touré lui faisait une cour assidue en passant par son amitié avec sa sœur Nima. Il semble que les voyants avaient prédit à Sékou Touré un avenir radieux s'il épouse une femme au teint clair. Un jour, Sékou dit à Kadé, je suis sûr que si je demande ta main à ton père, il répondra qu'il ne donne pas sa fille à un baléjo. Notez bien, déjà, jeune, non marié, il avait ses rancunes et ses complexes qu'il exposera plus tard pour liquider plusieurs personnes, et notamment des bienfaiteurs, dont la famille de Mme Marega, comme on l'expliquera plus loin. Donc, et en plus, notez bien en fait, cette sœur de Mme Marega, qui était l'amie de Sékou Touré, par laquelle il voulait profiter de son amitié pour ne pas oser demander la main de sa jeune sœur. Cette femme, il fera exécuter son mari. On a fait un programme en hommage à M. Mamadou Sow, qui fut ministre du Plan, et il y a environ 2 ans dans cette radio. Donc, elle mentionne bien ce passage qui jette des bases assez claires sur la personnalité de Sékou Touré. Donc, comme elle voulait continuer ses études, après la 3e, beaucoup de ses amis s'orientèrent, comme on l'a dit, vers des métiers d'infirmière ou de sage-femme. Elle partit en France pour fréquenter le lycée. Elle s'enrôla tard, donc elle n'eut la possibilité que de s'enrôler au lycée de Pontoise, dans la banlieue parisienne. Donc, elle put s'inscrire au lycée. Du fait de son ouverture d'esprit, elle put vaincre les préjugés et se fit beaucoup d'amis. Après, l'année suivante, elle transféra dans un lycée à Paris du nom de Hélène Boucher, où elle passera le baccalauréat de sciences. Elle put s'inscrire à l'université, à la faculté de pharmacie, qui était extrêmement sélective et avait la particularité de faire faire des stages pratiques au terme desquels les étudiants pouvaient s'inscrire pour faire les études théoriques de pharmacie. C'est pendant ces études universitaires qu'elle se maria. Elle n'avait pas encore terminé ses études qu'elle se maria et eut 2 de ses premiers enfants. Elle put, avec beaucoup d'efforts, passer ses examens tout en étant mère. Et l'indépendance intervint durant cette période. Le livre de Mme Marega nous mène dans l'atmosphère et les circonstances des années de l'indépendance en France, avec le background de la guerre d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, de l'évolution des élites africaines. Elle montre les divisions dans les engagements politiques des jeunes intellectuels, entre ceux qui réclament l'indépendance immédiate et ceux qui étaient réticents comme elle le fut elle-même. Elle explique sa méfiance par rapport à la vogue de l'indépendance. Pour elle, la colonisation, malgré ses abus, aura eu le mérite d'instituer l'éducation populaire. En plus, les valeurs familiales la rendaient sceptique sur le leadership qui allait prendre la Guinée en charge. Elle relate les débats qu'elle eut avec ses proches qui étaient attachés à l'indépendance totale et à leur pays. Hélas, l'histoire montre qu'elle avait raison de se méfier de cet engouement. Tous ses proches, presque, périront dans les cachots du PDG
Et hélas encore, les forces historiques en place en métropole étaient déjà presque en motion pour notre tragédie. Je marque ici un point pour expliquer, expliciter un peu ce point de vue et ce témoignage extrêmement important. On a débattu ici à maintes reprises sur l'escroquerie que fut l'indépendance de la Guinée par Sékou Touré et ses complices. On a discuté en long et en large sur son improvisation et ses conséquences tragiques. La biographie de Mme Mariga ajoute aux questions sur l'égarement historique des intellectuels de l'époque pour qui l'idée de liberté par rapport aux colons était plus importante que le rapport de force sur le terrain, alors que des crapules étaient déjà en train de profiter par la violence et la compromission, notamment sexuelle, avec le gouverneur de colonie Cornu Gentil, depuis la mort de Diallo Yassine pour gagner du terrain. Donc un point extrêmement important de notre histoire qu'on ne doit pas oublier parce qu'on entend souvent des gens dire que nos parents ont été bernés. Il ne faut jamais perdre de vue que Sékou Touré avait l'appui du gouverneur Cornu Gentil avec lequel il avait des rapports homosexuels. Et Sékou Touré put triompher uniquement par la violence, pas par son intelligence ni par sa mobilisation, mais par uniquement la violence, avec le soutien de Cornu Gentil et accessoirement le soutien de Houphouët-Boigny, qui était le président du RDA, et accessoirement le soutien des cellules communistes de la Guinée. Donc il ne faut pas qu'on oublie cette perspective. Ça semble contradictoire qu'une personne puisse bénéficier en même temps de l'aide de l'autorité coloniale la plus haute de l'époque dans la région, du RDA qui était un parti réformiste et des communistes. Mais il y a des concours de circonstances qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont une réalité. Et c'est ce qui explique l'ascension vertigineuse de Sékou Touré, qui, à l'intervalle de 5 ans, passa de simple postier, agitateur, syndicaliste, à président du conseil territorial. Il ne faut jamais perdre ce vue parce que sinon on ne pourra jamais reconstituer la trame de notre histoire, encore moins corriger son parcours. Donc, avec l'indépendance, Mme Mariga retourna le 24 décembre 1960 en Guinée. Elle se rend au chevet de sa mère qui décédera 3 jours plus tard, le 27 décembre. Elle découvre les réalités du pays. Et parmi les plus choquantes, c'était l'indifférence de Sékou Touré quand elle lui rendit visite, qui ne dit rien de son statut de première pharmacienne diplômée du pays. Des amis français qu'elle fréquentait étaient loin de partager l'enthousiasme de certains cadres guinéens et africains qui avaient accouru notamment pour aider la Guinée. L'un d'eux lui dit « La Guinée sera comme Haïti, ce que j'ai vu à la présidence me confirme, vous aurez des tontons Macoute ici. » Cet homme, quel que soit son nom, est un prophète parce qu'il avait bien lu ce qui se dessinait en Guinée, malgré l'aveuglement de beaucoup de cadres qui étaient enthousiastes par rapport à la libération contre l'occupation coloniale. Donc, pour Mme Mariga, c'était une sorte d'exil intérieur qu'elle entamait, parce que Sékou Touré s'était métamorphosé, elle se demandait pourquoi. Cela était-il dû au fait que son père avait refusé de le souvenir? C'est possible. Pas seulement, elle se rend compte de l'état d'esprit ethnocentrique du régime. Lors d'une visite à André Touré à la présidence, elle entend Mafori Bangoura dire à Sékou Touré, après une rencontre avec un groupe de femmes Soussou, elle parlait à André. Elle dit à ton mari que les peuples doivent être tenus par le djihad, sinon ils vont le trahir. Ton ennemi d'hier sera toujours ton ennemi. Rappelons qui est Mafori Bangoura, c'était une égérie du PDG, que beaucoup de rumeurs accusent d'avoir orchestré l'empoisonnement de Diallo Yassine, qui libéra la voie à l'ascension de Sékou Touré, entre autres. Ensuite, Mme Mariga note dans la Guinée de l'époque qu'elle était en train de redécouvrir que le pays était sous la coupe des pays de l'Est. Les cadres qui viennent de ces pays, pour soi-disant aider la Guinée, sont des pauvres parce qu'ils vivent dans des régimes où il y a un rationnement économique drastique. Ils se précipitent dans les magasins privés avec voracité pour des emplettes de produits de tout genre qui manquent dans leur pays. Les coopérants allemands sont plus à l'enseignement, alors que les coopérants tchèques
entreprendre de former l'appareil sécuritaire qui sévira comme on le sait. Elle retourne en Guinée donc. La pharmacie avait été totalement étatisée. Elle qui rêvait d'avoir une profession libérale se retrouve employée de l'État malgré elle. Elle est mise à la disposition de la compagnie pharmaceutique nationale appelée Pharma-Guinée, la pharmacie d'État qui avait remplacé toutes les pharmacies privées. Donc, mais sa force de caractère est très mal vue par certains membres du personnel. Le directeur de Pharma-Guinée, un certain Mamouna Touré, qui se disait lié familialement au Sékou Touré, plus préoccupé par la politique que son travail. Même quand ce dernier entre, mais ce dernier sera affecté dans le bureau politique national du parti, elle pensait que de droit, le poste de directeur de Pharma-Guinée qu'elle connaissait bien, elle avait les qualifications et universitaires lui revenaient. Il n'en fut rien. C'est une autre personne qui sera nommée, d'autres malinqués pour la superviser alors qu'elle avait plus de talent. Malgré tout, elle fait focus sur son travail, cherchant à aider la Guinée du fait de ses compétences. Elle participe à la création de la première école de santé de la Guinée. Ensuite, elle pousse pour que, avec Mamadi Keïta, pour qu'on puisse créer une faculté de pharmacie, vu qu'il y avait déjà une faculté de médecine. Elle profitait de l'occasion pour faire les enseignements du tronc commun, alors qu'elle préparait des spécialisations avec les moyens de bord pour former la première promotion de pharmaciens de la Guinée. Entre-temps, avec son mari, elle s'adonnait à beaucoup d'autres activités, outre que le travail de fonctionnaire de l'État. Et avec des amis, ils se lancent dans un projet agricole extrêmement fécond. Ils créent une ferme qu'ils appellent Ferme 66 parce qu'elle se trouvait à 66 km de Conakry. Parmi les actionnaires, il y avait 9 personnes, son frère à elle, Bamamadou, Bakerno qui était un de ses frères, Bamamadou Kaba qui était un cousin à elle, ou oncle si je me trompe, les autres vont me rectifier, Baba Hadi Cham qui était son cousin, Dr Mariga son mari, Job Tidjane, Colonel Kamandjabi, Ndiaye Blaise et Somamadou. La ferme prit de l'ampleur et ravitaillait même des restaurants parisiens, dont un très célèbre qui s'appelle la Tour d'Argent de Paris. Comme il fallait s'y attendre, le succès et l'exemple de personnes vivant de leur labeur et de leur ingénuité étaient un crime aux yeux du PDG, dont les principaux dirigeants sont tous ratés de l'école. Rappelons ici que dans la famille, les deux branches familiales qui ont régné en Guinée, les Keïta et les Touré, les Keïta étant affiliés plus ou moins à André Touré et les Touré à Sékou Touré, tous, il n'y avait qu'un universitaire. Tous les autres, c'était des ratés de l'école. Ismaël Touré, comme on l'a dit, avait échoué au baccalauréat, s'est retrouvé dans une école professionnelle. Sékou Touré, dont on ne connaît même pas s'il a terminé l'école primaire valablement. Donc voilà, ces ratés-là ne pouvaient en aucun cas voir d'un bon œil des gens universitaires issus de bonnes familles et qui de surcroît avaient des ambitions nobles pour leur pays et qui voulaient utiliser leur talent pour créer quelque chose de propre, vivre décemment et contribuer au développement de leur propre pays. Donc parmi les 9 personnes qui qui créèrent cette ferme 66, il n'y aura que 2, 6 seront tués et 1 sera condamné à mort. Seulement 2 personnes survivront. Et il faut noter que l'un des survivants, qui est le docteur Ba Mamadou Kaba, était un gynécologue. Il vit toujours en Guinée. Il paraît que ce sont les égéries de Sékou Touré qui lui interdirent de l'arrêter parce que c'était le seul gynécologue valable du pays et qui s'occupait d'elle. Voilà donc le contexte dans lequel Mme Mariga retourna en Guinée et chercha avec ses parents, ses amis, à mener une vie normale, alors que c'était impossible. Donc, Mme Mariga, ensuite, dans ce livre, témoigne de beaucoup d'événements dont on a fait mention ici, notamment la destruction de l'économie qui a été parachevée presque en 1965 avec 64 avec la loi cadre. On a expliqué ici. Après les faux complots,
L'exemple de la destruction des entrepreneurs de la ferme 66 faisait partie de ce plan de suggestion des citoyens et de persécution de tout esprit d'indépendance. On en a parlé longuement et le livre vient confirmer avec des exemples précis ceux sur lesquels on s'est longuement entretenu ici durant les 2 années et demie qu'on fait ces émissions. Ensuite, elle explique la litanie des complots, des faux complots de Sékou Touré, y compris le complot Ibrahima Diallo, le faux complot de Petit Touré, le faux complot de Kamandjabi. Elle interpelle, elle explique un peu comment l'armée républicaine a été totalement laminée et elle s'étend en spéculation philosophique et politique sur comment sortir de cet enfer qui était réellement, qui lui pesait déjà sans qu'on ait encore arrêté son mari. Elle donne un éclairage particulier sur ses relations avec la famille de Sékou Touré. On a expliqué qu'elle était très liée avec André Touré, qui était une promotionnaire. Et en plus, elle explique comment les agents du PDG ont travesti l'histoire. Notamment, un point extrêmement important, c'est le fait que Kobele notamment soutient tout le temps que c'est le père de son mari, Fodé Marega, qui a licencié Sékou Touré parce que c'était un garçon déjà rebelle. Elle explique carrément que c'est faux. Elle explique que Sékou Touré, malgré cette hagiographie mensongère, a toujours eu du respect pour son beau-père et son mari. Parce que les familles étaient liées, parce que Sékou Touré lui-même, il savait que, dans le dernier peut-être grain de décence qui lui restait, que M. Fodé Marega ne lui a rien fait. Au contraire, il l'a aidé en le faisant affecter dans la branche de menuiserie de l'école Georges Poiret. Donc, il y a une histoire qui a été totalement travestie et on est d'autant plus content qu'aujourd'hui, on retrouve un démenti avec des faits d'une personne qui a été témoin, pas d'un spéculateur de bas niveau, et un menteur éhonté comme les Kobele Keïta. Ensuite, Mme Marega, dans le livre, elle explique les relations entre son mari et Ismaël Touré. Et ça, c'est un aspect extrêmement troublant. On y reviendra plus en détail. Mais elle explique comment elle en part l'entreprise, comment elle voulait, avec son mari, mener une vie normale. Et son mari était un homme extrêmement respecté en Guinée du fait de sa profession, du fait de son humanisme, de sa disponibilité. Et l'exemple de la maison qu'ils construisirent à Ratoma est un exemple à la fois éloquent de la générosité et du respect dont jouissait son mari, mais aussi de la mesquinerie des dirigeants de l'époque. Et l'histoire de cette maison, je vais vous la conter brièvement. Je m'excuse si je commence à être long. Dr Marega avait soigné une femme d'un Français du nom de Delhomme. L'homme offrit de payer le service. Mais Dr Marega déclina. Ils devinrent des amis. Plus tard, il apprit cet homme, M. Delhomme, apprit qu'il voulait construire une maison. Il leur fit savoir qu'il était architecte et il offrit de faire le design gratuitement. Il fit un très beau design et de l'aide vint de partout pour assister le couple à construire leur maison. Parce que Dr Marega était réputé pour sa générosité en tant que médecin. Pendant qu'il construisait la maison, et Conakry était à l'époque une petite ville, les gens se connaissaient, les gens commencent à parler du design de la maison, de sa location. Eh bien, un jour, le gardien qui gardait la maison qui n'était pas encore finie, leur expliqua que dans la nuit, qu'une nuit, Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo et Béavogui s'étaient rendus sur le chantier pour visiter la maison, en pleine nuit. Retenez ça bien. Madame Marega, qui était déjà très sceptique sur la nature de ces hommes, prit cette visite comme un signe supplémentaire de danger qui les guettait. Mais son mari, qui était totalement confiant et totalement absorbé dans son métier de médecin, et
croyant en la valeur des relations qui existent entre leurs parents, particulièrement entre Ismaël avec lequel il avait vécu chez son propre père, qui avait hébergé et soutenu Ismaël, ne voyait absolument pas le danger que elle percevait dans son intuition. Donc, Dr Mariga considérait Sékou comme son frère, du fait que ce dernier montrait à l'égard de son père qui fut son instituteur un respect très profond. Donc, ça c'est le démenti à Kobele. Et quand Sékou Touré avait des problèmes, donc Dr Mariga était d'autant plus sûr de sa position qu'il cherchait, dès que Sékou Touré avait des ennuis de santé, il demandait à Dr Mariga qu'on l'appelle pour l'examiner. Dr Mariga ne s'intéressait pas à la politique, il était entièrement absorbé par son boulot. Donc, mais le danger du régime communiste est ailleurs. Dr Mariga ne voyait pas ce danger, alors qu'elle, dans son intuition peut-être de femme, comprenait qu'il n'avait plus affaire aux mêmes hommes. Donc, Sékou Touré avait montré son penchant au pouvoir absolu. Ismaël, qui avait nourri des complexes énormes, ne pouvait pas tolérer la présence de ces personnes qui l'ont connu dans des situations où il était peu brillant dans la nécessité. Et comme ils avaient vécu ensemble, Ismaël et Dr Mariga étaient encore plus proches, ils étaient promotionnaires. Ismaël avait été hébergé par le père de Dr Mariga à Kissédougou et à Conakry quand Ismaël était à l'EPS. Parfois les deux, Dr Mariga et Ismaël, dormaient dans le même lit. À William Ponty aussi, ils étaient très liés. En France, ils étaient inséparables. Le couple Mariga assistait Ismaël financièrement parce que, comme on l'a dit, c'était un raté, il n'avait pas de bourse. Et Ismaël aussi haïssait Sékou Touré. On a expliqué ça ici. Et c'est Dr Mariga qui fit la réconciliation entre lui et son frère à Paris. Ismaël aussi avait une haine incompréhensible contre les Peuls. Il cachait le fait que sa maman était Peul. Et de surcroît, la maman de Ismaël et celle de Madame Mariga étaient tous des fils savanés qui étaient liés au niveau de leur grand-mère. Malgré toutes ces relations, on sait qu'Ismaël se maria à une Suzanne Diop et échoua au baccalauréat. Sa femme fut admise, il la divorça et commença à développer des complexes énormes et une maladie envers tous ceux qui ont réussi dans la vie. De retour en Guinée, Dr Mariga se rend au bureau pour saluer Ismaël qui était ministre, bien qu'il ait échoué au baccalauréat. Parce que son frère avait été président du conseil, donc il avait propulsé son demi-frère comme ministre des Travaux publics. Alors, Dr Mariga va lui rendre visite à son retour en Guinée. Ismaël, il lui laisse sa carte de visite. Ismaël était totalement choqué que Dr Mariga lui ait laissé sa carte de visite avec le titre de chirurgien dessus. Il prit comme excuse que Dr Mariga devait aller rendre visite à la maison, pas au bureau. Alors, il commence à bouder le couple. Madame Mariga était offusquée par son comportement et leur rapport se détériore. Il ne s'adresse plus la parole. Et Ismaël profitera. Ismaël était déjà en train de mettre en place le mécanisme par lequel il allait liquider le mari de Madame Mariga et lui rendre la vie impossible. Donc c'est comme ça, comme on l'a expliqué ici, Dr Mariga sera arrêté. C'est par un kidnapping. Ils l'appellent, ils simulent que quelqu'un avait besoin de lui et puis il l'arrête alors qu'il était à l'hôpital. Et donc, on a expliqué les circonstances dans lesquelles ils furent libérés par les débarquants du 22 novembre. Ils se rendirent encore aux autorités et ils disparaîtront à jamais. Madame Mariga, après, explique comment, après l'arrestation de son mari, les perquisitions, les saisies des biens, comment elle put organiser des correspondances avec son mari en prison. Tout ça, c'est bien détaillé dans le livre et je demande réellement encore aux gens de le lire parce que c'est un document extrêmement important. Comment elle se dispute avec des prétendus responsables pour pouvoir sauver peu de meubles, comment des gens volèrent leurs meubles et retrouvèrent son salon chez des hauts dignitaires. Elle vit un responsable du parti du nom de Chérif Nabani qui portait le boubou de son mari.
Tout ça, c'est des détails et des documents historiques extrêmement importants pour nous permettre de savoir qu'on avait affaire à une gang de prédateurs. Et après l'arrestation de son mari en 69, et après 70, elle se doute qu'il a été exécuté. Donc, elle commence à préparer soigneusement son départ de la Guinée pour se créer une autre vie à l'extérieur. Elle prépare soigneusement, elle choisit son chemin, elle élimine tous les chemins où elle pouvait être reconnue, où des gens pouvaient poser des questions sur sa présence en dehors de Conakry. Et un jour, comprenant que le chemin le plus rapide serait celui qui l'amènerait vers la Sierra Leone, bien que en Sierra Leone, à l'époque, le régime rapatriait des Guinéens. Donc, elle choisit ce chemin parce que c'était le plus rapide, avec la décision de ne pas s'attarder ni en Sierra Leone ni en Côte d'Ivoire. Donc, elle se déguise en Hadja avec ses 2 enfants. Ces 2 autres étaient déjà à l'extérieur. Au kilomètre 36, elle se fait arrêter par des gendarmes, mais rien n'en sort. À Forêt-Caria, 2 policiers montèrent dans la voiture prétextant qu'ils étaient à la recherche d'une femme en fuite. Mais bien qu'ayant peur, Mme Mariga raisonna que personne n'était au courant encore de sa fuite. En réalité, ces policiers voulaient tous de l'argent. Ils traversèrent le territoire léonais. Quand ils arrivèrent en Sierra Leone, ils ne restèrent pas, ils traversèrent le territoire léonais. Ils arrivèrent à la frontière vers le Libéria, qui était fermée. Ils passèrent la nuit au marché de Kenema. Le lendemain, ils s'acheminèrent vers la frontière libérienne. Ils furent fouillés à fond, mais le chauffeur dit au douanier qu'il était avec ses 2 femmes. Le douanier était peu convaincu, mais il les laissa passer. Ils traversèrent le territoire libérien en direction de la Côte d'Ivoire. Ils arrivèrent à la première ville frontalière de tous les Pleux. Madame Mariga expliqua au douanier son histoire et lui dit qu'elle fuyait son pays. Le policier répondit qu'il avait ordre de refouler tous les Guinéens et il leur dit: je dois vous ramener, je dois appliquer les ordres. Elle prit peur, mais elle dit au gendarme qu'elle ne retournera pas en Guinée. Elle demanda à parler à son supérieur. Ce dernier était à Danané. Le policier les fit escorter jusqu'à Danané. Le commissaire s'appelait Camara. Sa maman était originaire de Cancan. Quand Mme Mariga lui expliqua son histoire, il se mit dans une colère énorme. Il se mit à insulter Sékou Touré par tous les noms. Il dit à Mme Mariga qu'il était interdit de laisser passer les Guinéens, mais ils allaient trouver un moyen. Il les hébergea, il insultait Sékou Touré à tout va et disait qu'il était hors de question qu'il les ramène en Guinée. Il était prêt à lui-même à les envoyer en France s'il le faut. Un orage avait détruit les lignes téléphoniques. Il se passa plusieurs jours d'angoisse pendant que Mme Mariga cherchait à joindre ses amis et parents à Abidjan. Quand enfin elle put faire des appels, elle arriva à joindre les amis, mais elle laissait des messages. Elle n'arriva pas à joindre ses amis, mais elle laissait des messages. Après quelques jours, la nouvelle de son arrivée à Danané était partagée à Abidjan. Les amis prirent contact avec le directeur général de la sécurité, un certain Koulibaly, qui lui accorda l'entrée en Côte d'Ivoire. Il lui expliqua qu'il était pourquoi. Elle envoya un message au commissaire en donnant ordre de la laisser entrer en Côte d'Ivoire. Entre-temps, son frère Bamamadou et le reste de la famille avaient remué toutes leurs relations en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'elle ne retournera pas en Guinée et qu'elle allait arriver à Abidjan. C'est ainsi qu'elle embarqua avec un de ses oncles qui était venu l'accueillir. Ils parcoururent toute la distance et arrivèrent à Abidjan. Elle ne voulait pas rester. Quand son oncle arriva, elle raconte avec beaucoup d'humour que son oncle leur proposa de passer la nuit. Elle dit: non, je suis à 50 km de la Guinée, je ne me sens pas en sécurité. Après un long voyage à travers Mang, Yamoussoukro, ils arrivèrent à Abidjan. Elle put retrouver son frère Bamamadou, qui était directeur d'une compagnie américaine de leasing. Et ainsi, elle entama une nouvelle vie avec son esprit d'entreprise et sa volonté. Elle put reconstruire sa famille. Elle s'y acharna avec d'autant plus d'abnégation que pour elle, c'était une forme de résistance contre ceux qui avaient cherché et en partie réussi à détruire sa vie et sa famille. Elle s'y acharna et c'est une leçon extrêmement importante qu'elle donne en filigrane dans ce livre. La meilleure forme de résistance et de vengeance contre ces prédateurs, c'est de réussir sa vie. Et nous tous, Guinéens, nous devons comprendre cela. Nous devons à tout prix éviter de tomber dans l'amertume stérile
pour construire des vies nobles, parce qu'on sait que cela va changer. Et nous battre pour ne jamais plus nous laisser faire par des prédateurs. Et le premier moyen de résistance, c'est de ne pas succomber à la fatalité de se battre pour se faire une vie. Et Mme Mariga était équipée pour reconstruire sa vie, pour absorber les tragédies qu'elle avait vécues, les déceptions et les trahisons. Et elle explique à la fin de son livre sur quoi elle avait fondé sa lutte, sur quoi elle avait assis son combat. Et c'est extrêmement important et je ne peux m'empêcher de vous le répéter ici. Et j'y pense régulièrement. Elle avait assis son combat sur 3 écoles. La première, c'est l'école de notre culture de Peul, notre culture d'élevage, empreinte de patience et de combat avec beaucoup d'acharnement. Et c'est pas la peine d'élaborer, mais c'est ça, sa racine. Elle ne l'a jamais oublié. Elle a fondé son combat sur cette racine. Ensuite, le second trépied de son combat, c'est la foi musulmane et les valeurs religieuses qu'on nous a tous enseignées au Fouta Djallon, qui jouèrent un rôle important, où ses parents jouèrent un rôle important dans l'érection et le maintien de l'islam au Fouta Djallon. La troisième école, c'est l'école de la République, qui a placé en son centre le perfectionnement de l'homme par l'éducation. Et voilà. Donc, comment elle nous retrace sa vie. Et j'ai parcouru rapidement. Le livre est extrêmement intéressant et je le recommande à tous les Guinéens et à tous les Africains parce que c'est une source non seulement d'inspiration, mais d'histoire. Que Dieu ait pitié de son mari et de ses frères qui ont été tués, ainsi que de toutes les victimes de la dictature féroce de Sékou Touré. Et nous saluons son courage et nous nous en inspirerons. Je vous remercie. Merci, M. Ba, pour votre brillant exposé. Alors, nous allons passer la parole au panel de la Commission centrale de Portal Fibantal Fouta Djallon. M. Lamine Diallo, si vous l'entendez, à vous la parole. Est-ce que M. Lamine Diallo est là? Monsieur Barry, vous pouvez reprendre, peut-être qu'il va rentrer. Alors, je suis là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Monsieur Diallo, donc, vous avez la parole. Hein? Oui, donc vraiment, merci Bachir pour l'exposé là sur le livre de Mme Marega. Et je remercie encore toujours Radio Gandal et tous les auditeurs et auditrices de cette radio. Alors, franchement, donc, d'abord, nous devons remercier Mme Marega pour avoir écrit ce livre parce que je sais que le régime de Sékou Touré lui a fait beaucoup de tort. Et elle explique ici combien son beau-père a aidé Sékou Touré. Et c'est grâce à son beau-père que Sékou Touré a mis les pieds à Conakry. Et ça, c'est M. Fodé Marega, le père de son mari. Mais malgré tout, il lui a rendu ça en faisant pratiquement arrêter et assassiner tous son mari, son frère à elle, et les cousins de son mari, ses cousins à elle, pratiquement beaucoup de jeunes intellectuels de cette génération-là qui ont perdu leur vie au Cambouaro. Et je me rappelle très bien, le 22 novembre 1970, avec l'intervention des Portugais et le commando qui avait fait libérer les prisonniers politiques au Cambouaro à cette époque-là. Je me dirigeais vers le Cambouaro et j'ai vu venir le docteur Marega, Baïdi Gay et se dirigeait vers moi. Donc c'est à cette période-là que j'ai pu
vu Dr Marega qui était très, très mince à l'époque, qui semblait avoir vraiment suivi les séquelles de son arrestation. J'ai pris Dr Baïdigue, je l'ai amené à la maison, je l'ai attrapé par la main. Dr Marega, lui, il est allé chez Madame Marega qui était à la cité des médecins là-bas, à Donka. Donc, pratiquement, c'est comme ça que j'ai su que Dr Marega a été libéré ce jour-là. Mais dans la journée de ce même jour, il a été arrêté et jeté en prison. Et donc, j'ai pas pu le revoir. Mais dans la journée du 22 novembre, tous les prisonniers qui avaient été libérés par les Portugais, le commando guinéen qui avait pris le camp Boiro, ont été réarrêtés et ont disparu dans les éoles de Sectouré. Madame Marega est très courageuse, hein, comme on le raconte ici. Elle a eu le courage de prendre ses enfants et de quitter la Guinée et dans des conditions difficiles pour s'exiler en Côte d'Ivoire. Donc elle est allée à Abidjan où était son frère de Jaba Mamadou était exilé. Elle a pu reconstruire sa vie en partie là-bas parce qu'elle n'a jamais revu son mari. Donc tout ça c'est très tragique. Et le régime de Sékou Touré nous a coûté tous nos intellectuels, a coûté la vie à nos intellectuels, à la classe des entrepreneurs, à la classe, elle nous a coûté plus d'un tiers de la population en exil. Donc franchement, on ne peut pas évaluer le mal que ce régime a fait à la Guinée. Et ce mal continue aujourd'hui en Guinée là-bas parce que aujourd'hui nous avons en Guinée un monsieur qui se réclame du régime de Sékou Touré et qui est devenu le président de la Guinée et qui a commencé encore à agresser ce peuple-là. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à Kapororaï. Nous voyons ce qui se passe à Kipé-2, à Bambeto. Donc, le mal continue parce que ce président que nous avons aujourd'hui, Alpha Condé, il a décidé de ramener la Guinée là où le régime de Sékou Touré l'a laissé. Et cela veut dire reprendre la Guinée telle que nous l'avons vue. Et pour ceux d'entre nous qui ont connu le régime de Sékou Touré avec sa barbarie, c'est reprendre la Guinée à ce point. Et il a commencé à l'exécuter. Aujourd'hui, on rase des quartiers entiers, et on jette les habitants dehors, femmes, enfants, vieillards, ils dorment à la belle étoile. Donc, franchement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Et nous apprenons franchement aussi que les cas vont continuer à travers le pays. Alors, je ne sais pas, franchement, quand je me suis exilé à Abidjan, j'ai retrouvé en Côte d'Ivoire, j'ai retrouvé Madame Marega là-bas. Elle a pu, comme je l'ai dit, elle a pu reconstruire sa vie. Et on s'est retrouvé là-bas. C'est une dame noble, brave. Et je la remercie pour avoir écrit ce livre. Donc, je ne vais pas m'étendre ici. Je vais passer la parole à M. Barry pour
qu'il la passe aux autres auditeurs. Je demande seulement à M. Sankarela s'il voit un numéro là-bas. Il y a le fils de Mme Marega ici en visite à Washington. Il se peut qu'il rentre dans l'émission et peut-être nous donner le témoignage Est-ce un 240 ouais. Un 240 Oui, je crois qu'il est rentré. Je crois que c'est un 240, oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Ouais. Ok. Oui, tu l'as vu. Est-ce un Marega? Donc, Oui. Voilà, Baba, voilà. On s'appelle Baba du Marega. Allô, monsieur Ba? Oui. Oui, c'est monsieur Diallo. Oui, c'est monsieur Diallo. Baba dit, c'est monsieur Diallo. Sankarela, c'est pour lui la radiofréquence Gandal. D'accord. Oui. Donc, Bachir est en ligne, hein, et monsieur Barry. Voilà. Vraiment, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir créé cette fréquence qui permet de rapprocher les populations guinéennes de la Guinée, qui permet d'informer les populations guinéennes de ce qui se passe et qui permet de rétablir la vérité sur l'histoire de la Guinée. Nous avons l'habitude en Guinée d'avoir des informations de l'État qui sont tronquées, qui sont des fausses informations, qui sont des informations politisées. Là, je vois que des cadres guinéens ont pris l'initiative de créer une radio qui permet d'informer et de véhiculer la bonne information. Donc, j'aimerais profiter de ma présence sur votre audience pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites pour la communauté guinéenne. Ça, c'est le premier remerciement. Ensuite, j'aimerais vous remercier d'avoir parlé de ce livre, qui est un livre d'histoire, un livre personnel, qui me touche directement parce que c'est ma mère qui l'a écrit, mais qui me touche à plusieurs titres. Parce que c'est l'histoire d'une veuve, c'est l'histoire d'une victime. Et en Guinée, nous avons au moins 50 000 victimes directes du régime de Sékou Touré. Sans compter, comme disait M. Diallo, le tiers de la population guinéenne qui a dû s'exiler pour aller vivre à l'étranger dans des conditions souvent très difficiles. Et en plus, tous ceux qui sont restés en Guinée pendant le régime de Sékou Touré ont été traumatisés par le règne de Sékou Touré. Aujourd'hui, ils ont même peur de parler parce qu'ils vivent encore les séquelles du fait de devoir survivre pendant 26 ans sous le régime de Sékou Touré. Donc vraiment, je vous remercie aujourd'hui d'avoir parlé de ce livre. Ce livre est un témoignage d'une personne qui a réussi à parler de sa vie. Mais beaucoup d'autres personnes n'arrivent pas à parler de leur vie parce qu'ils ont peur. Ils ont encore peur aujourd'hui parce que c'est la survivance du régime de Sékou Touré qui continue sous d'autres formes. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste sur ça parce que en Afrique, comme en Guinée en particulier, 70% de la population a moins de 30 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont nés après le décès de Sékou Touré. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas ce qu'a été Sékou Touré. Pour eux, Sékou Touré, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a dit non à De Gaulle. Mais il faut savoir que Sékou Touré, c'est celui qui a détruit toute l'élite de la Guinée. C'est celui à cause de qui, aujourd'hui, du fait d'avoir tué tous les Guinéens cadres, tous les Guinéens éduqués, pratiquement, d'avoir détruit l'enseignement de ce pays, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité en Guinée, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, que la Guinée est pratiquement derrière dans tout. Donc, quand on critique Lansana Conté, on critique tel président, on oublie en fait que le vrai responsable de ça, c'est Sékou Touré. Aujourd'hui, aussi choquant que ça puisse être, vous voyez des jeunes qui prennent le bateau au risque de leur vie et vont en exil. Ils ne vont pas en exil parce qu'ils ont envie d'aller en exil. Ils vont en exil parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans leur pays. Et lorsque les Occidentaux ont fait les statistiques
de tous les Sud-Sahariens qui prennent la mer, 40% d'entre eux sont d'origine guinéenne. Alors que la Guinée n'a que 7 à 8 millions d'habitants. L'Afrique subsaharienne représente 200 millions de personnes. Nous ne représentons que 7%, que 7 millions d'habitants, et on a 40% des jeunes qui viennent de la Guinée. Ça veut dire que la misère est telle, et ça, c'est Sékou Touré qui a créé ça. Donc, encore une fois, je vous remercie. Excusez-moi si j'ai été long, mais il fallait faire une introduction de ce style pour que les gens sachent à qui ils ont affaire lorsqu'on parle de Sékou Touré. Allô? Oui, Monsieur Marega, si vous voulez continuer, vous avez toujours la parole. Hein? Voilà, je vous remercie. En fait, le livre « Mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré » plante vraiment le décor sur ce qu'a été le régime de Sékou Touré pendant toutes ces années. C'est vraiment quelqu'un, c'est vrai qu'on dit qu'il a dit non à la De Gaulle, mais il n'est pas le seul à avoir dit non à De Gaulle. Il n'est pas le seul. Tous les politiciens guinéens à l'époque ont dit non à De Gaulle. Parce que si vous vous souvenez, le non a réussi à 52%. Ça veut dire que si un seul opposant guinéen avait dit de dire oui, le oui aurait gagné. Donc c'est toute la Guinée qui a dit non à De Gaulle. C'est toute l'élite qui a dit non et qui a réussi à arriver à 52% de non. Donc, si on doit donner le mérite à quelqu'un en Guinée d'avoir dit non à De Gaulle, ce n'est pas seulement à Sékou Touré, c'est à Barry Diawadou, c'est à tous les autres. C'est à eux que revient le mérite d'avoir dit non à De Gaulle. Donc, si quelqu'un a dit non à De Gaulle, c'est eux tous qui doivent en obtenir le mérite. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, ce non à De Gaulle? On a détruit le pays. Et ce livre de mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré est un livre qui montre tout le gâchis que Sékou Touré a fait en Guinée. Et tout ce qui a été inventé pour créer un mythe d'un homme exceptionnel, en fait, ce livre détruit ce mythe. Parce qu'il dit exactement comment ça s'est passé. Par la bouche de quelqu'un qui était proche, qui connaissait ce qui se passait à ce moment-là. Il y en a très peu qui sont encore vivants. Et ceux qui sont vivants, généralement, sont détruits par la souffrance, par la torture, par les difficultés économiques, avoir à trouver du ravitaillement dans un régime où on vous ostracise, on vous empêche de vivre, on vous humilie tous les jours, vous, vos enfants, tout le monde, en vous traitant de 5e colonne. Donc tous les gens qui peuvent parler aujourd'hui sont détruits, physiquement, mentalement, psychologiquement. Et c'est pour ça que ce livre est important, et c'est pour ça qu'on essaye d'en véhiculer le contenu, pour que les jeunes sachent qu'est-ce que c'était la Guinée sous Sékou Touré. On l'oublie souvent, mais c'était un camp de concentration où il y a énormément de gens qui sont morts. Parce que Sékou Touré, il a mis en place un système où ce n'est pas seulement lui qui tuait, ce sont ses parents qui tuaient, les parents de sa femme, mais c'est tous les petits commandants, tous les petits sergents, tous les petits gouverneurs. Tout le monde finissait par pouvoir tuer en toute impunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Guinée, on peut avoir des présidents qui peuvent impunément maltraiter la population sans que ça ne choque personne. D'accord, dans des manifestations, il y a 30 morts, 20 morts, 15 morts. Ça ne choque personne. Dans un pays comme le Sénégal, lorsqu'il y a un mort, toute la République arrête de fonctionner. En Guinée, il y a 30 morts, il n'y a rien. Parce que l'être humain ne représente rien pour le Guinéen. L'être humain n'a pas de valeur. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps que le Guinéen est un objet pour le pouvoir. Ce n'est même pas un sujet, c'est un objet. Et c'est ça contre lequel on veut lutter. Parce que pour que les choses changent, il faut que nous, les jeunes, nous qui sommes capables de réfléchir et d'analyser, nous puissions porter l'information à tout le monde, de manière à ce que tout le monde sache ce qu'est la Guinée. Il ne s'agit pas de se venger. Il ne s'agit pas de dire on a tué mon père, on a tué mon oncle, donc on doit tuer tel, on doit mettre tel en prison.
Il s'agit de promouvoir la possibilité d'avoir une conférence nationale pour permettre à tout le monde de dire, comme en Afrique du Sud, comme au Bénin, ce qui s'est réellement passé. Qui sont les responsables? De manière à ce qu'on sache comment le système de la dictature s'est mis en place et comment il continue à survivre 30 ans après la mort de Sékou Touré. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on tue 30 personnes, rien ne se passe. Parce que c'est toujours le même système qui continue d'une manière ou d'une autre. Et ça, tant que ce système existe en Guinée, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de paix. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent qu'ils peuvent continuer éternellement à agir comme ça. Il arrivera un moment où il y aura le retour du balancier. Et un retour de balancier est toujours possible. Donc il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Il faut qu'ils apprennent à respecter l'être humain et à collaborer, à travailler ensemble, à faire de la Guinée un vrai pays, de manière à ce que le pays puisse se développer. Et c'est ça qui est important dans le message qu'a voulu véhiculer Madame Marega Maïmouna dans son ouvrage. Il ne s'agit pas de se venger, il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas d'insulter, il s'agit de poser les vraies questions, le vrai débat et permettre aux gens de savoir ce qu'il faut faire pour que la Guinée s'en sorte. Merci beaucoup. Merci Marega, et vraiment on te remercie beaucoup pour ta contribution. Et on est fiers de la famille Marega, qui est vraiment un modèle, parce que nous comprenons, nous avons vu sur le champ de la résistance, parce qu'il ne faut pas se tromper. Nous devons organiser une résistance face au système de Sékou Touré qui est encore là. Et vous êtes sur tous les fronts, et depuis la lutte pour l'avènement du changement avec les partis politiques, nous vous a connus à New York ici, et votre frère, Dr Marega, qui est actuellement membre de l'IFDG et député uninominal de Tingray, et qui a dirigé encore l'organisation des enfants des victimes du Kambouaro, et vous aussi, votre contribution est celle de votre maman, vraiment. Ça, c'est bien apprécié. Et donc, sans tarder, on va continuer avec le panel de la Commission centrale. Monsieur Thierno Ibrahima Diallo, si vous nous entendez, nous attendons votre contribution. Merci, M. Abdourahmane Bari. Je vous remercie beaucoup. Je dis bien des choses à Baba Hadi Marega. S'il se rappelle bien, nous étions ensemble à New York et lui était le premier responsable de l'INR et moi j'étais le premier responsable du PRP, de Siraju Diallo. Donc on se connaît très bien, nous sommes des grands amis et nous avons travaillé la main dans la main et que nous avons pu y faire quelque chose et nous sommes arrivés aux élections présidentielles et nos partis politiques ont été les meilleurs. Et Bamamadou premier, Siraju deuxième, et en fin de compte, les autres sont venus derrière. Ceux qui se vantent aujourd'hui d'être les grands partis, et ils n'avaient rien obtenu aux États-Unis ici. Alors, vraiment, nous sommes heureux de savoir qu'il existe encore des rescapés du Kambouaro qui peuvent nous donner le témoignage. C'est une très bonne contribution pour l'histoire de notre pays et que surtout que ça va encore informer et largement informer nos jeunes qui ignorent totalement ce qui s'est passé. Ils ne savent pas, c'est l'obscurité totale pour eux. Ils croyaient à ce que les supporters de Sékou Touré, ce qu'ils racontent, que c'est un héros, que c'est lui qui a dit non à De Gaulle, c'est lui qui nous a donné l'indépendance, c'est lui le père de l'indépendance. Vraiment, c'était des histoires à dormir debout. Et je pense que
moi j'encourage les jeunes à acheter ce livre, le livre de Madame Marega, que j'ai connu personnellement aussi. J'étais très jeune, j'étais au lycée quand je suis venu à Conakry. Et mon grand frère faisait pharmacie, donc il avait beaucoup de liens avec Madame Marega, qui était leur professeur, et je crois que mes frères en parlaient toujours. Mon frère et le frère de Lamine Diallo, Bilo Diallo, étaient dans la même classe de pharmacie, et mon cousin Sankari la connaît. Ils étaient ensemble à l'université. Donc, c'est une bonne famille. Madame Maïmouna Ba a été victime. Nous prions Dieu de remplacer ses souffrances et de donner à sa progéniture, ses enfants et ses petits-enfants, et que le livre qu'il nous a légué, que ce livre soit la lumière et que cela contribue à éclaircir les esprits des Guinéens, et surtout que ça aide à ceux qui continuent à croire que Sékou est un héros, à mes amis, certains amis à moi de la Haute-Guinée qui croient que réellement que c'est une accusation contre Sékou Touré, que tout ce que nous sommes en train de raconter, et que maintenant je crois qu'ils vont commencer à voir la réalité. Sékou Touré, à chaque fois que je pense à lui, je me demande, lui et ses compagnons, est-ce que c'était réellement des humains? Parce que ce qu'il faisait réellement n'était pas l'œuvre d'un humain, l'œuvre de quelqu'un que nous avons, c'est-à-dire nos cultures, nous les Guinéens, les différentes cultures de la Guinée. Nous savons que les gens sont très humains en Guinée, mais le régime là, Sékou Touré, ses compagnons, sa famille et la famille de sa femme, c'était des gens vraiment, c'est-à-dire des gens qui se sont distingués dans le mal. Ils ont fait pleurer toutes les familles guinéennes. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée. Cela est dangereux. Alors, moi, je demande aux jeunes d'acheter le livre de Madame Marega, d'acheter le livre de Abdoulaye Portos Diallo, et d'acheter tous les livres, tous les témoignages qui ont été écrits par des victimes du Cambouaro, et ils seront édifiés avec s'ils lisaient le livre. Moi, j'ai lu le livre de Portos, j'étais en vacances au Libéria chez mon grand frère, Dr Siraj Diallo, et je ne dormais pas. Je lisais le livre toute la nuit et je pleurais, et j'ai cru que même mes larmes allaient finir. Mais mon grand frère avait un ami avec lui au Libéria là-bas. Il est guinéen, il est guinéen originaire de la forêt. Quand il a lu le livre de Portos, il dit qu'il ne reviendra plus jamais en Guinée. Dans ce pays-là, il ne foutra plus jamais son pied dans ce pays. De là-bas, je crois que lui, il a voyagé, il est allé en France. Je suis sûr et certain que s'il est en vie encore, parce que mon grand frère, lui, il est décédé, s'il est en vie encore, je pense qu'il n'est plus jamais revenu en Guinée. Malgré que beaucoup, après la mort de Sékou, quand l'armée a pris le pouvoir, beaucoup se sont retournés, ayant beaucoup d'espoir, pensant que le pays a fondamentalement changé. Mais malheureusement, non, ça n'a pas changé, parce que c'est le régime de Sékou Touré qui est revenu sous une autre forme. Et Alpha Condé nous a dit clairement qu'il va reprendre là où Sékou Touré a laissé, c'est-à-dire qu'il va oublier la fenêtre de choses que le régime militaire nous avait ouvert, que lui, il va reprendre là où Sékou Touré a laissé. Ça veut dire qu'il va continuer à massacrer. Principalement, il va massacrer les Peuls. Il va chasser les populations Peuls de Conakry. Et sans gêne, rien.
c'est ce qu'il est en train de démolir les habitations des populations peules. Et un de mes amis qui est aveugle, aujourd'hui, mon cousin et mon ami d'enfance. Alors lui, on détruit sa maison. Heureusement que ses enfants sont là. Ses enfants l'ont pris et allé louer une maison pour lui. Malheureusement, son épouse vient de mourir hier. Le laissant aveugle, seul dans la vie. Il n'a ni frère, ni chose. Reste nous, les cousins seulement. Donc, ce sont des choses comme ça. C'est des agissements de M. Alpha Condé qui nous avait dit que le mal de la Guinée, c'était la Guinée n'a pas été dirigée par un intellectuel. Alors lui, il nous disait que lui, il est professeur et qu'il pouvait nous montrer une autre réalité de la vie et que la Guinée allait sortir de l'ornière. Malheureusement, non. La Guinée est retombée dans le noir avec lui. Donc, pour ne pas m'allonger beaucoup, je dis bien des choses à mon ami Baba Hadi Marega et que j'espère que nous allons nous rencontrer avant qu'il ne se retourne et que je dis bien des choses à Madame Marega. Et donc, je vais aller un peu en arrière quand Sékou Touré dit que je sais que tes parents ne vont pas te donner à moi parce que je suis Baladio. Mais M. Marega n'est pas peur. Alors, le père de Mme Maïmouna a donné sa fille à M. Marega. Donc, ce sont des accusations pures et simples. C'est des inventions. Alors, bien entendu que le père de Mme et Marega, le père de Mme Maïmouna Ba, n'allait jamais donner sa fille à Sékou Touré parce qu'il connaît ses origines. Donc, on donne à un homme qui est venu d'une bonne famille et non pas n'importe qui. Donc, ce sont des choses comme ça. Donc, je vous remercie pour ne pas m'allonger beaucoup et je vous rends l'antenne. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup. Donc, Ella Sankarela, donc, on va passer la parole à votre panel. Quand vous finissez, vous allez ouvrir le micro au public. Je crois qu'on va ouvrir le micro. C'est mieux puisque... Oui, monsieur. Bon, il n'y a pas de demande. À Washington. On aura l'occasion de voir avant mon départ. Oui, on aura le temps de nous en préparer, Inch'Allah. Je vais prendre votre numéro avec M. Diallo, l'ami. Oui. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. L'essentiel a été dit. On va ouvrir pour cet auditeur-là s'il veut parler. Sinon, bientôt la fin. Radjima Saliou. Hello? Radjima Saliou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mufiratu on jarama kore on hire jang Allah ji Boubacar Sankara panel sibe fof monsieur Ba en fof be salminama hande be yettama Diallo hakke ko be wartiri awa awa gasi ko ɗiɗo heli jungo ko ɓoylu ɗon e sattin ɗon min salmini ɗon baadirawo meɗen on monsieur Marega eɗen toranimo ɓuttu e cellal e wawgol muññaade ko mawɓe mum ɓe feƴƴini kon ɓe fii ɓantugol leydi lagine ndi ɓe heɗike ber maɓɓe on gooto fof si okki ber ko mari kon haray wudduɗo halaka aduna ɗo bolonda maɓɓe on girandema e boora maɓɓe haa yumma maɓɓe haa bakkiraaɓe ɓen haa ciɓɓe e yiɓɓe ɓen fof itti hoore mum sadaka fii no leydi men ndi yara yeeso kono no woodi geddo keefeero gaño Allah mo yiɗaayo ɗum ɗo yahu kono ko neeɓi fof ko neeɓi goonga on ko fandi wo ko fandi si tawi hawri ko wonaa goonga kon ɓuri fello banjagara janɗude
ñande wo ñande ko gonga on yarata yeeso ko gonga on dufata ko gonga on wilitata enande de majjo e ñande goo kono noon en weltani ke monsieur Boubacar Sankarela ko ɓe wakkili ɓe ɗaɓɓitani wundaygu ɗo no fiino ɓiɓɓe Guinée ɓen fof andira taarika leydi ndin goongajo on ha wona taarika waylitaɗo on watta ko ɓe faala kon o indépendant Guinée tigi tigi Sékou Touré hari o faalano ka indépendant ko ɗum ɗon woni ɓe bonni taarika meɗen on fees ko faalano indépendant ko Bari Diaw Wado e Bari Touré Diallo Sayfullahi e Sékou Touré ɓe faalano ka indépendant Sékou Touré wi noon ɓaleejo wawata moƴƴinde misalal o honno ƴettita indépendant total ɗum sénégalais ɓen no filli ɗum hay hanki miɗo heɗito ɗo ka radio sénégal hiɓe wulde taarika Mamadou Dia Allah yurme yaafomo ɓen ɗon fof wi'ino Sékou Touré faalano ka indépendant few kanko ko faalno ko wondude portorɗo en ko welduno ko gouverneur général wonnoɗo on Dakar gouverneur général laaminoɗo on Afrique de l'Ouest Afrique occidentale française awa haray awa on jarama onon fof wallitiɓe fi o fréquence gandal ɗo kala kadi wawɗo wallitade fi fréquence gandal no yaara yeeso haray on jarama Allah faw en jaam on jarama amin salmini ɗon baɗirawo meɗen o docteur Malika. Merci Elhadj. Merci Elhadj pour votre intervention. Elhadj Sankarela, vous allez traduire ou bien il manque du temps, vous allez passer au suivant. Faites un petit résumé et concluez. Voilà, Elhadj Mohamed Saliou remercie tous les auditeurs. Il remercie M. Marega et toute sa famille pour le sacrifice qu'ils ont consenti afin que notre pays aille de l'avant. Et effectivement, il dit encore, il a remercié encore Elhadj Sankarela pour avoir créé, avoir organisé ce médium-là nous permettant de parler de l'histoire vraie, de l'histoire authentique de notre pays, pas du mensonge qui a été préparé par Sékou Touré et ses supporters. Il dit qu'il a écouté hier à une radio sénégalaise où on parlait de l'histoire de l'indépendance en Afrique, de Mamadou Dia et de Sékou Touré. Il dit que au cours de l'émission, il a compris quand même que Sékou Touré n'était pas pour l'indépendance. Il disait que le noir ne pouvait pas être indépendant dans la mesure où il ne peut même pas fabriquer une aiguille. Donc, c'est les Bari Diaw Wado qui sont les gens qui ont vraiment lutté pour que nous ayons notre indépendance, mais que Sékou Touré, il n'a fait que décapiter vraiment toute la crème qui pouvait vraiment, toutes les forces vives de notre pays. Alors, il remercie tout le monde et il nous invite encore à soutenir notre radio et encore à remercier notre neveu qui est Marega, dont la maman est bas comme lui et la Saliouba. Voilà. Je vous remercie, vous tous, pour avoir fait cette émission et encore une fois, mes remerciements à Elhadj Sankarela pour avoir créé ce média et je transmettrai à ma mère, à mon frère, envers qui des remerciements ont été adressés. Et vraiment, les remerciements, c'est à vous qu'on doit les adresser parce que c'est vous qui avez créé ce média et qui permet à la population guinéenne d'être informée sur les vraies informations de notre pays. Je vous remercie encore une fois. Merci. Elhadj Sankarela, je crois que vous nous devez quelques minutes. Et donc, avant de passer la parole à Bachir pour répondre ou bien, en tout cas, clôturer notre émission, je voudrais informer que demain, jeudi, on aura l'émission en Pulaar et elle va porter sur ce que les populations guinéennes sont en train de subir actuellement avec les démolitions des habitations.
et nous allons inviter le collectif des victimes du déguerpissement. Donc, nous vous invitons à venir très nombreux demain à participer au débat qui aura lieu. Donc, Bachir, si vous nous entendez, on va vous donner la parole pour quelques minutes pour clôturer, résumer et clôturer. Bien, je remercie tous ceux qui ont participé. Je remercie Baba Adi pour la visite et son intervention. Et comme on l'a dit, c'est un engagement qu'on est en train de faire devant l'histoire. Et on va le conduire jusqu'à ce qu'on soit épuisé avec l'espoir que des générations futures vont reprendre. La victoire des crapules n'est possible que quand les gens renoncent. Et nous, ici, on ne renoncera pas. On est content de voir qu'on n'est pas les seuls. Des millions et des millions de Guinéens ne renoncent pas. Ils cherchent la voie, on la trouvera, on triomphera, on remettra notre pays sur les rails de la normalité. Et nous saluons encore la mémoire de toutes les victimes. Nous ferons en sorte qu'elles soient des sacrifices pour le renouveau et non les victimes pures des prédateurs qui ont régné dans notre pays. Que Dieu nous protège tous. Amen. Amen.